vous avez dit? L'innocence. L'innocent. Elle est à plaindre. Il lui est arrivé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais elle est à plaindre. Tandis que la Joconde n'est pas à plaindre. Jésus lui aussi va payer de sa vie pour le salut de toutes les âmes. Il va subir c'est son destin, c'est le destin de Jésus qui est dans les bras de la Vierge. Voilà, c'est ça. Qui est dans les bras de la Vierge. Il y a un rappel, la grappe de raisin, c'est pour dire le destin de Jésus. Tu regardes le petit Jésus? Je regarde le petit Jésus. Mais je trouve intéressant. C'est plutôt la Vierge. Jésus et l'enfant se regardent, ils se disent des choses et on ne sait pas quoi. C'est à la Vierge qui s'adresse parce qu'elle ne lui répond pas. Elle a les yeux pudiquement baissés. Mais il y a quelque chose qui se dit ou qui ne se dit pas. Vous voyez, il y a des choses qui se diraient entre Jésus et ça intéresse beaucoup le bébé. Le bébé regarde. Ça intéresse le petit bébé, ce qu'ils se disent. Ce dont les personnes parlent au cours de cette expérience, de cette découverte des œuvres, c'est des éléments de leur histoire de vie personnelle. Ils sont très sensibles, à travers l'expérience que j'ai pu avoir au Louvre, très sensibles à des choses, ça fait écho en eux. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, de toujours individuel, de pas possible à anticiper. Il y avait un lit, la Vierge, elle priait, un lit, vous savez, c'était classique, assez classique. Et dans un autre, plus loin, il y a l'ange qui vient, le doigt en l'air, l'ange, pour dire qu'il annonce quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Les informations sont toujours présentes et ce qui manque, c'est le chemin. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire le chemin pour que la personne puisse retrouver un souvenir qui est là, mais qu'elle ne parvient pas à mobiliser. Je pense que l'art, c'est ça, c'est la stimulation qui permet de faire retrouver les souvenirs, de refaire connexion. Vous prenez une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, vous la mettez devant une peinture, tout à coup la peinture leur dit quelque chose, du fait de sa taille, de ses couleurs, de l'intensité de la représentation. D'une certaine façon, un dialogue se crée avec le tableau. Et ce dialogue permet d'ouvrir un conduit de communication. Il nous permet de rentrer dans leur tête. Il n'y a rien de mieux que leurs paroles, les mots qu'ils emploient pour comprendre qui ils sont, où ils en sont de leur maladie et comment on peut les aider. Des neurologues et des scientifiques étudient de près les bénéfices de ces visites de musée en essayant de mesurer la réduction des comportements symptomatiques engendrés par la maladie, l'anxiété, l'agitation et l'apathie. Quand mon mari vient au musée ou va à un concert, c'est très stimulant pour lui. Ça le sort de sa vie de tous les jours. Une vie qui n'est plus aussi passionnante qu'elle ne l'a été. Et après une sortie, il est plus vif. Il montre plus d'intérêt pour ce qu'il fait. Il a été stimulé. De telles visites peuvent tout aussi bien être organisées dans de plus petits musées, souvent plus près des centres Alzheimer, et dont certains sont plus faciles d'accès, notamment aux chaises roulantes. Les œuvres de ces musées offrent généralement autant de stimulation que celles de grands musées nationaux. Les gens sont souvent étonnés. Ils nous disent « J'ai vu ce groupe qui était avec vous. Ils n'ont pas l'air d'avoir Alzheimer, de souffrir de démence. » Ou ils me demandent « Sont-ils au tout premier stade de la maladie ?» Et ils sont surpris quand je leur réponds que non. Ce sont des gens à un stade moyen à avancé qui souffrent d'Alzheimer ou de maladies apparentées depuis 10 à 12 ans. La raison pour laquelle vous voyez la personne, et pas la maladie, vient du fait que nous ne mettons pas à contribution les parties du cerveau qui permettent d'organiser, de raisonner, par exemple mettre des dates dans le bon ordre. On ne leur demande pas ça.
Et on ne leur demande pas ce qu'ils ont fait le matin même, parce que cette question fait appel à la mémoire récente. Et la mémoire récente est généralement celle la plus affectée par la maladie. Donc on l'évacue. On n'en a pas besoin quand on regarde une œuvre d'art, quand on écoute une symphonie, quand on écoute du Bach. Donc, vous retrouvez la personne, c'est elle qui revient au premier plan, et pas tout un tas de symptômes. Notre pratique nous a appris, et des preuves scientifiques sont venues le confirmer, que les thérapies médicamenteuses d'un côté et non médicamenteuses de l'autre, ensemble, sont plus efficaces que l'une ou l'autre séparément. J'ai découvert récemment que des groupes pharmaceutiques s'en sont aperçus et qu'ils s'intéressent maintenant aux thérapies non médicamenteuses, car les gens qui utilisent leur traitement s'en sortent mieux si elles y sont associées. On découvre en fait que cette prise en charge globale, qu'on a longtemps prônée en gériatrie, peut être structurée, peut utiliser des techniques spécifiques et peut être bénéfique pour le patient, pour son entourage et globalement pour l'insertion du patient dans la société. Donc il y a encore énormément de chemin pour convaincre l'ensemble des confrères sur l'intérêt de ces approches non médicamenteuses. On doit faire un effort dans la présentation de ces approches et puis, encore une fois, un effort d'évaluation de l'apport de ces différentes pratiques. Il y a encore une partie de la médecine aujourd'hui qui reste et sur le purement médical et même, je dirais, parfois, qui fait penser que pour un malade d'Alzheimer, il n'y aurait rien à faire. Il n'y aurait rien à faire. C'est terrible d'avoir encore cette réaction. Ce que découvre aujourd'hui le corps médical, c'est le potentiel thérapeutique que présente l'art, que présente une activité créative, ainsi que l'impact qu'ils peuvent avoir en tant qu'apporteurs de culture, de ressentis positifs, de bien-être, qui sont des choses extrêmement importantes en elles-mêmes. C'est sûr, ça prend forme. Et vous participez très bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce coin? Vous voulez que je m'en occupe? Oui, regardez. Il n'y a pas de coin blanc dans le modèle. Mais ma peinture est différente du modèle? Oui, c'est là qu'intervient votre liberté artistique. Vous voulez du vert ou du rouge? Du rouge? Plutôt du jaune. Celui-là ou celui-ci? Les deux sont bien. Peu d'hôpitaux, de centres spécialisés et d'accueil de jour mettent en place des activités artistiques. Tout simplement parce que les bénéfices de telles activités sont encore peu connus et assez difficiles à mesurer. Aux Pays-Bas, l'association Alzheimer Nederland a mis en place son premier atelier en 2004, ici, à Doorn, près d'Utrecht. Cette expérience pilote a donné lieu à un livre et sert régulièrement de vitrine pour les autres structures d'accueil du pays et pour les futurs art-thérapeutes. Je peignais beaucoup chez moi, avec mon frère. Oui, on voit que vous avez l'habitude. Oui, peut-être. Vous choisissez si bien vos couleurs. À la minute où ils sont diagnostiqués, on leur colle le terme de patient, ce qui est ridicule. Si je me blesse le genou, ça ne fait pas de moi un patient, ça fait de moi une personne avec un problème au genou. Quand on va chez le médecin, on devient un patient. Ce terme de patient reflète un nihilisme, un fatalisme et une stigmatisation concernant Alzheimer qui fait beaucoup de tort à ceux qui vivent avec la maladie. Des familles arrivent sur le pas de notre porte et nous déclarent « Mon mari a Alzheimer, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus faire ceci, il ne peut plus faire cela. » Et quand je leur dis « Je vais en faire le moins possible pour lui », ils s'offusquent. Et je leur dis « Il peut encore faire des tas de choses. Et ce qu'il ne peut plus faire, si je l'aide, il y arrivera. » Et les voilà qui s'exclament « Vous voulez dire que mon père peut encore s'habiller, peut encore manger tout seul, peut encore danser ou jouer du piano ?» Et je leur réponds « Oui. » Une visite de musée ou un atelier de peinture ne va pas forcément avoir un effet bénéfique sur tous les malades d'Alzheimer et en toutes circonstances.
Les soignants et ergothérapeutes ont à leur disposition une vaste palette d'activités pour briser l'apathie et impliquer les personnes. Cela comprend la musique, le chant et la danse, les récits et la poésie, les ateliers mémoire, les animaux, l'activité physique, le jardinage ou encore la confection d'un gâteau. Une personne peut ainsi se montrer réticente à peindre un matin et se retrouver en train d'applaudir au cirque le lendemain, enthousiaste à l'arrivée des chevaux sur scène ou lorsque les acrobates commencent leur numéro. Si on arrive à convaincre les familles que leur parent est toujours là, elles le traiteront avec plus de respect et plus de dignité. Et la personne va retrouver une identité positive, ce qui est une chose fantastique à observer. Est-ce qu'assez d'argent est investi dans ces approches, qui consistent à utiliser l'art comme un traitement pour les personnes avec Alzheimer? La réponse est non. Pour beaucoup de gens, nous ne faisons que des ateliers de travail manuel. Pour eux, installer des gens dans une pièce et les faire dessiner n'est pas un traitement essentiel. Pourtant, de récentes études prouvent que ces activités, aller au musée, la peinture, la poésie, sont autant, sinon plus efficaces que les traitements pharmaceutiques disponibles. Si c'est le cas, il faut que notre société le prenne en compte. Il ne faut pas que ça reste des expériences pilotes, mais il faut que ça devienne partie intégrante des programmes de soins. Ça ne doit pas être une option, un extra, mais être intégré aux politiques de santé publique. On peut trouver les compétences pour animer ce type d'atelier. Alors le problème reste aujourd'hui le financement. Il faudrait que ce type d'activité soit reconnu comme activité essentielle par rapport à un malade d'Alzheimer et qu'il puisse être pris en charge, c'est-à-dire qu'il soit couvert par une allocation d'État, si je veux parler d'une manière générale, c'est-à-dire ou par la sécurité sociale ou par un engagement des conseils généraux. Sur les 6 millions de personnes affectées par la maladie d'Alzheimer aux États-Unis et les 7 millions touchées en Europe, moins de 15% participent aujourd'hui de manière régulière à une activité physique ou sensorielle ou à un atelier créatif. Vraiment, il faudrait qu'on forme tous nos politiques et tous nos décideurs à ce qu'est vraiment le milieu Alzheimer et les solutions qui existent aujourd'hui. Et quand on les aura convaincus de la nécessité, de l'intérêt de ces ateliers, de ces activités, il faudra, sur un choix politique, mettre les moyens financiers de manière à pouvoir mettre en place ces ateliers. Pourquoi prolonger la vie si la qualité n'en vaut pas la peine? C'est le dilemme auquel nous sommes confrontés. Donc le bénéfice de cette approche non médicamenteuse couplée aux médicaments est d'un côté de prolonger la vie, tout en créant une existence qui en vaut la peine. Nous donnons aux gens une raison de continuer une vie qu'ils veulent vivre, et non une vie de démence où ils vont se retrouver dans le noir, devant la télévision ou à regarder par la fenêtre, et comme ça, cela ne gêne personne, c'est acceptable. Vous pouvez voir cette inquiétude disparaître de leur visage. Vous voyez les premières larmes couler et je leur demande « Ce sont des larmes d'espoir, n'est-ce pas ?» Et la personne me répond « Oui, je n'aurais jamais pensé que je pourrais considérer à nouveau mon père comme une personne capable de faire des choses, comme une personne qui est toujours présente et vivante. » Et c'est l'enjeu de toute cette approche basée sur l'art, basée sur la culture, de tout ce dont on a parlé. C'est de changer notre vision à nous et pas les individus.